Mon père a donné les clés du restaurant familial à mon frère, disant que je ne faisais qu'occuper un siège, alors que j'y travaillais depuis mes 14 ans. Je suis parti sans un mot. La semaine suivante, l'inspecteur de l'hygiène leur a rendu visite. Je m'appelle Nicolas. J'ai 32 ans et, jusqu'à il y a environ 3 mois, je croyais sincèrement que la loyauté était la seule monnaie qui ne perdait jamais sa valeur. Il s'avère que la loyauté ressemble plutôt à un bon de réduction dans un restaurant familial, elle fonctionne très bien jusqu'à ce que quelqu'un derrière le comptoir décide qu'elle est expirée. Laissez-moi revenir en arrière. Mon père, François Carlier, a ouvert la table des Carlier en 1996 dans une petite rue du centre-ville d'Annecy, juste entre une quincaillerie et un salon de coiffure qui coiffe les 6 mêmes clients depuis le second mandat de François Mitterrand. C'était au départ un bistrot de 12 tables avec des banquettes en sky rouge et une ardoise pour le menu. Rien de sophistiqué. Des crozets au fromage, des filets de perche frits le vendredi, et un pain de viande traditionnel si savoureux qu'il poussait les hommes mûrs à appeler leur mère pour s'excuser d'avoir un jour prétendu que le sien était meilleur. J'ai commencé à y travailler à 14 ans. Non pas parce que mon père me l'avait demandé, mais parce que je le voulais. J'aimais cet endroit comme d'autres enfants aiment le football ou les jeux vidéo. J'aimais le bruit de l'imprimante à tickets qui s'emballait pendant le coup de feu du samedi midi. J'aimais l'odeur de la cuisine à 5 heures du matin quand la première fournée de pain sortait du four. Mon père a vu cela très tôt et s'est appuyé sur moi. À 16 ans, je gérais la préparation. À 18 ans, je dirigeais seul le service du week-end. À 22 ans, après avoir obtenu mon diplôme en gestion hôtelière à l'université de Savoie-Mont-Blanc, je suis revenu à plein temps et j'ai commencé à faire des choses pour lesquelles mon père n'avait jamais eu le temps ni l'énergie. J'ai reconstruit la carte de fond en comble, en gardant l'âme des recettes, les crozets, les filets de perche, le pain de viande. Mais j'ai modernisé les approvisionnements en nous associant à 3 fermes locales pour les produits frais et la viande. J'ai redessiné l'intérieur, remplaçant ces banquettes en sky craquelées par des tables en bois de récupération et un éclairage chaleureux qui ne donnait plus aux clients l'impression de subir un interrogatoire. J'ai créé un site web, mis en place la commande en ligne et lancé une activité de traiteur qui représente aujourd'hui environ 35% de notre chiffre d'affaires. J'ai négocié le renouvellement du bail commercial, ce qui nous a permis d'économiser 14 000 € par an. J'ai recruté et formé une équipe en cuisine capable d'assurer un service de brunch de 300 couverts sans sourciller. En résumé, j'ai transformé la table des Carlier, un bistrot de quartier chaleureux mais à peine rentable, en un restaurant générant 1,2 million € de chiffre d'affaires annuel, avec une liste d'attente chaque week-end. Mon père a vu tout cela se produire. Il m'a dit qu'il était fier de moi. Il disait à ses amis que j'étais la colonne vertébrale de l'entreprise. Il répétait à nos fournisseurs que j'étais l'homme de la situation. Pendant 8 ans, c'était moi le patron. Pas sur le papier, pas officiellement, mais de toutes les manières qui comptaient vraiment. Maintenant, laissez-moi vous présenter mon frère, Corentin. Corentin a 28 ans, et je l'aime. Mais il faut comprendre une chose à son sujet, Corentin a la capacité d'attention d'un golden retriever dans une usine de balles de tennis. Il est charmant, il est drôle, il peut se sortir de n'importe quelle situation par la parole. Et il n'a jamais, pas une seule fois dans sa vie d'adulte, terminé ce qu'il avait commencé. Il a fait 2 semestres à l'université de Grenoble avant d'abandonner pour lancer une marque de vêtements qui a duré 4 mois. Ensuite, il a voulu faire de la rénovation immobilière. Puis il a voulu devenir coach sportif. Après cela, il a voulu ouvrir un food truck, ce que je trouvais personnellement hilarant étant donné que cet homme a un jour réussi à brûler des flocons d'avoine instantanés au point que le détecteur de fumée de l'appartement a failli déposer une plainte officielle. Pendant tout ce temps, mon père l'a financé. Chaque changement de cap, chaque nouveau projet passionné, chaque discours du genre « Papa, je te jure que cette fois c'est la bonne », se soldait par un chèque. Je n'ai jamais dit un mot. C'était entre eux. J'avais ma voix, je m'y tenais et je construisais quelque chose de concret. Il y a environ 6 mois, mon père a commencé à agir différemment. Il venait moins souvent au restaurant, ce qui n'était pas inhabituel puisqu'il était en semi-retraite depuis quelques années. Mas quand il venait, il avait de longues discussions à huis clos avec Corentin dans l'arrière-bureau. Corentin, qui avait peut-être accumulé un total de 40 heures de travail à la table des Carlier de toute sa vie, s'est soudain mis à avoir des avis sur la carte, le personnel, la décoration. Il a commencé à arriver en chemise repassée, un porte-document en cuir sous le bras,
comme s'il s'apprêtait à présenter un projet de restaurant basé sur la blockchain à une société de capital risque. J'en ai parlé à mon père une fois, l'air de rien, c'est quoi cet intérêt soudain de Corentin pour le restaurant? Mon père a balayé ma question d'un revers de main, il essaie juste d'apprendre le métier, Nicolas. Sois solidaire. Alors j'ai été solidaire. J'ai montré les lieux à Corentin, je lui ai expliqué les systèmes que j'avais mis en place, les contrats de nos fournisseurs, nos ratios de coûts de main-d'œuvre, nos objectifs de coût des matières premières. Il hochait la tête et prenait des notes dans son porte-documents en cuir, et je me suis dit, d'accord, peut-être que c'est le projet qui va enfin marcher. Puis est venu le dîner du dimanche. Mon père a organisé un repas de famille chez lui. Lui, ma belle-mère Josiane, moi, Corentin et sa petite amie Blandine. Je pensais que c'était juste un repas de famille ordinaire. Papa a grillé des faux filets. Josiane a préparé son gratin dauphinois. Tout était normal jusqu'à ce que nous passions à table et que mon père s'éclaircisse la gorge de cette façon particulière qui signifie qu'il va prononcer un discours qu'il a répété devant le miroir de la salle de bain. J'ai beaucoup réfléchi à l'avenir du restaurant, a-t-il commencé, à la transmission, à ce à quoi ressemblera la table des Carlier quand je ne serai plus là. J'ai posé ma fourchette. J'écoutais. J'ai décidé de confier la direction opérationnelle à Corentin. La table est devenue silencieuse. Même le chien a arrêté de ronger son os. Corentin apporte une énergie nouvelle, a poursuivi mon père. Il a des idées, il a faim de réussite, et je pense qu'il est temps de lui donner une vraie chance de faire ses preuves. Nicolas, tu as fait un travail incroyable pour maintenir la barque à flot ces dernières années, et je t'en remercie. Mais je pense qu'il est temps d'ouvrir un nouveau chapitre. Maintenir la barque à flot. Comme si j'avais été une sorte d'intérimaire chargé de garder les lumières allumées jusqu'à ce que le vrai patron arrive. Corentin ne me regardait pas. Il fixait son assiette, pinçant les lèvres pour essayer de ne pas sourire. Blandine était déjà sur son téléphone, probablement en train de rédiger une publication Instagram sur le nouveau projet passionnant de son petit ami. Josiane a tendu le bras et m'a tapoté la main, tu ne faisais qu'occuper un siège, mon chéri. Corentin a plus besoin de cela que toi. Je suis resté assis là pendant environ 10 secondes. Je pouvais ressentir chaque année passée dans cette cuisine. Chaque réveil à 5 heures du matin, chaque jour férié travaillé, chaque nuit tardive à équilibrer les comptes. Je pouvais sentir tout cela se presser dans ma poitrine comme de la vapeur s'accumulant dans un tuyau. Mais je n'ai pas explosé. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai regardé mon père et j'ai dit, d'accord. Puis je me suis levé. J'ai conduit jusqu'au restaurant. J'ai enlevé mon tablier, je l'ai plié soigneusement et je l'ai posé sur le comptoir à côté de la caisse. J'ai retiré mes clés de mon trousseau, la clé de la porte d'entrée, la clé du bureau, la clé de la chambre froide, je les ai alignées à côté du tablier et je suis parti. C'était il y a 3 mois. Et ce qui s'est passé depuis est une chose que mon père et mon frère n'avaient absolument pas vu venir. Parce que voici le secret, quand on est la personne qui dirige réellement un restaurant pendant 8 ans, on ne sait pas seulement où se trouvent les secrets, on sait aussi lesquels n'auraient jamais dû exister. Environ 6 jours après le début du règne de Corentin en tant que nouveau roi de la table des Carlier, j'ai reçu un appel de mon ami Émilien, qui travaillait toujours en cuisine. Il chuchotait comme s'il appelait depuis une prise d'otage. Nico, mec, faut que tu saches un truc. Corentin vient de changer les serrures. Les serrures? Il changeait les serrures d'un restaurant qu'il dirigeait depuis moins d'une semaine. Le même restaurant où j'avais personnellement remplacé le verrou de la porte 2 ans auparavant parce que l'ancien peigne était tellement usé qu'il fallait s'y reprendre à 3 fois pour entrer chaque matin. De rien, Corentin. Émilien m'a raconté que tout s'était passé un mardi après-midi. Corentin est arrivé avec un serrurier, un nouveau jeu de clés et l'énergie d'un homme qui venait de regarder un épisode de Trop de cauchemars en cuisine et avait décidé qu'il était le Philippe Etchebest du département de la Haute-Savoie. Il a rassemblé le personnel dans la salle et a prononcé ce qu'Émilien a décrit comme le discours de motivation le plus embarrassant de l'histoire de la restauration. Quelque chose à propos d'une nouvelle ère d'excellence et de l'élévation de la marque Carlier. Il aurait utilisé l'expression « vision culinaire synergique » avec un sérieux absolu. Puis il a annoncé les nouvelles règles. Plus de repas du personnel pendant le service. Les pauses réduites de 30 à 15 minutes. Et chaque serveur était désormais obligé de proposer un dessert en vente additionnelle sur chaque ticket. Aucune exception.
L'une des serveuses, une femme prénommée Patricia, qui travaillait là depuis 5 ans et pouvait porter 6 assiettes sur un seul bras comme si elle faisait un numéro de cirque, a demandé ce qui se passerait si une table ne voulait pas de dessert. Corentin a répondu, je cite d'après Émilien, c'est que vous ne l'avez pas assez bien vendu. Patricia a donné son préavis de 2 semaines dès le lendemain. Elle n'a pas été la dernière. C'est là que les choses ont commencé à devenir intéressantes, car le fait que Corentin change les serrures et joue au magnat de la restauration était agaçant, mais ce n'était pas ce qui m'a poussé à dresser l'oreille et à surveiller la situation de très près. Environ 2 semaines après mon départ, j'étais chez moi en train de trier des fichiers personnels sur mon ordinateur portable. Je tiens des registres méticuleux, j'ai toujours fonctionné ainsi, des feuilles de calcul, des contrats, des accords avec les fournisseurs, des documents fiscaux, tous classés par année dans des dossiers si propres qu'ils auraient pu passer une inspection de la brigade financière. Je cherchais un vieux document de bail pour un sujet sans rapport quand j'ai remarqué quelque chose d'anormal dans le dossier financier du restaurant. Il y avait une ligne de crédit que je ne reconnaissais pas. J'avais géré la comptabilité de la table des Carliers pendant 6 ans. Je connaissais chaque compte, chaque carte, chaque ligne de crédit jusqu'au dernier chiffre. Celle-ci était nouvelle. C'était une ligne de crédit commercial de 75 000 € ouverte 4 mois plus tôt, et elle était rattachée au numéro ciré du restaurant. La demande désignait mon père comme emprunteur principal et Corentin comme utilisateur autorisé. En soi, ce n'était pas nécessairement un problème. Mon père possédait l'entreprise, il pouvait ouvrir ce qu'il voulait. Mais ce qui m'a glacé le sang, c'est la ligne du garant. Mon nom y figurait. Mon nom, mon numéro de sécurité sociale et mes antécédents de crédit personnel avaient été utilisés pour garantir une ligne de crédit de 75 000 € que je n'avais jamais vue, jamais signée et jamais autorisée. Et quand j'ai consulté mes relevés de situation et mes comptes bancaires personnels ce soir-là, j'ai découvert qu'ils avaient déjà retiré 41 000 € sur cette ligne. 41 000 €. Je suis resté assis dans ma cuisine pendant un long moment, les yeux fixés sur ce chiffre. Je n'ai rien jeté, je n'ai appelé personne. Je me suis contenté de rester assis là, ressentant tout le poids de ce que ma famille m'avait fait peser sur les épaules comme une chape de béton mouillé. Puis j'ai fait ce que je fais toujours, je me suis organisé. Le lendemain matin, j'ai appelé 3 personnes. La première était mon ami Gérald, avec qui j'avais fait mes études et qui travaillait désormais comme juriste dans un cabinet de taille moyenne à Lyon. Je lui ai raconté ce que j'avais trouvé, et il est resté totalement silencieux pendant environ 5 secondes avant de dire « Nicolas, c'est une fraude. C'est un cas d'école d'usurpation d'identité. » Le deuxième appel a été pour ma banque, où j'ai demandé un blocage de sécurité et une surveillance stricte de mes comptes et de mon identité financière auprès des instances compétentes. En 1 heure, tout était verrouillé. Le troisième appel était pour une femme nommée Sandrine Duval. Sandrine est une experte comptable spécialisée dans la détection des fraudes, que j'avais rencontrée lors d'une conférence de l'industrie hôtelière 2 ans auparavant. Nous étions restés en contact parce qu'elle était extrêmement brillante et parce qu'elle avait un jour décrit l'évasion fiscale comme l'équivalent financier de fuir la police en tonnes, ce qui m'avait fait rire au point de m'étouffer avec mon cocktail de crevettes. Je lui ai expliqué ma découverte et lui ai demandé si elle pouvait creuser davantage. « À quel point veux-tu que je creuse ?» a-t-elle demandé. « Jusqu'à la fosse des Mariannes », ai-je répondu. Elle m'a dit de lui envoyer tout ce que j'avais, chaque document financier, chaque déclaration d'impôt, chaque relevé bancaire auquel je pouvais accéder. Et parce que c'était moi qui gérais ces dossiers depuis 6 ans, j'avais des copies de presque tout sur mes disques de sauvegarde personnels. Pas les originaux, rien que j'ai volé au restaurant, juste mes propres copies de travail que j'avais toujours conservées dans le cadre de mes procédures habituelles. Pendant que Sandrine fouillait les comptes, je gardais mes distances avec la famille. Mon père m'a appelé 2 fois au cours de la première semaine suivant mon départ. Les 2 fois, il avait l'air agacé, pas désolé. Le premier appel était pour me demander où je rangeais la liste des contacts des fournisseurs. Le second pour demander pourquoi le système de caisse affichait un code d'erreur qu'il ne reconnaissait pas. J'ai répondu aux 2 questions poliment, brièvement et sans la moindre trace d'émotion. Puis je suis retourné à ma table de cuisine et à mes feuilles de calcul. Corentin ne m'a jamais appelé, pas une seule fois. Pas pour s'excuser, pas pour demander de l'aide, pas même pour jubiler. Un silence radio total de la part du nouveau roi. Josiane m'a envoyé un SMS une fois. Il disait, « Ton père est blessé que tu sois parti sans en discuter. Tu devrais l'appeler pour clarifier les choses. » Je l'ai lu,
j'ai posé mon téléphone, et je me suis préparé un sandwich. Jambon compté sur du pain au levain, parce que je refusais de laisser ma belle-mère me gâcher l'appétit. Au bout de 3 semaines, Sandrine m'a rappelé. Sa voix avait ce ton particulier que les professionnels utilisent lorsqu'ils s'apprêtent à vous annoncer une nouvelle qui va bouleverser votre compréhension de votre propre vie. Nicolas, à quel point connais-tu vraiment les finances de ton père? Je pensais les connaître plutôt bien, ai-je répondu. Ce n'est pas le cas, a-t-elle dit. Pas du tout. Ce que Sandrine avait découvert dépassait de loin la ligne de crédit de 75 000 €. Au cours des 18 derniers mois, mon père avait systématiquement restructuré les finances du restaurant de manière, pour utiliser le mot exact de Sandrine, alarmante. Il avait contracté une deuxième hypothèque sur le bâtiment en utilisant des projections de revenus gonflées ou des projections basées sur les chiffres que j'avais générés grâce à des années de travail acharné. Il avait créé une SARL distincte, Carlier Entreprise, qui n'avait ni employé, ni opération, et n'avait d'autre but apparent que de transférer l'argent du compte d'exploitation du restaurant vers un compte auquel seul lui et Corentin avaient accès. Au total, Sandrine estimait que près de 190 000 € avaient transité par des canaux au mieux hautement irréguliers, au pire frauduleux. Et mon nom était parsemé dans tous ces documents comme du sel sur un steak, mon numéro de sécurité sociale sur la ligne de crédit, ma signature ou quelque chose qui y ressemblait fortement sur 2 des documents de constitution de la SARL. Et mon adresse personnelle indiquée comme siège social d'une société dont je n'avais jamais entendu parler. Quelqu'un a utilisé ton identité comme un échafaudage, m'a dit Sandrine. Ils ont construit toute une structure financière sur ton nom. Je lui ai demandé à quel point cela pouvait mal tourner pour moi personnellement si je n'agissais pas. Si tout cela s'effondre, et cela s'effondrera parce que ce genre de montage finit toujours par s'effondrer, c'est toi qui porteras le chapeau. Ton crédit, ta responsabilité fiscale, et potentiellement des poursuites pénales si le fisc vient poser des questions. J'ai remercié Sandrine, j'ai raccroché et je suis resté assis dans le silence de mon appartement pendant environ 15 minutes. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable, créé un nouveau dossier et les nommé « Réponse ». Parce que voici ce que ma famille n'avait pas compris à mon sujet, ils pensaient que j'étais le silencieux, le fiable, celui que l'on sollicitait, qui faisait le travail et ne faisait jamais de vagues. Et ils avaient raison sur tous ces points. Mais ils avaient commis l'erreur cruciale de confondre le silence avec la passivité. Je ne suis pas passif. Cette même semaine, Émilien m'a rappelé. Cette fois, il ne chuchotait pas. Il riait. Mec, tu ne devineras jamais ce que Corentin a fait à la carte. Apparemment, Corentin avait décidé que la table des Carlier devait monter en gamme. Il avait supprimé les crozets au fromage. Il avait remplacé les filets de perche frits par un plat appelé dos de cabillaud rôti et sa réduction d'agrumes. Il avait triplé les prix et réduit les portions de moitié. Les habitués, les gens qui mangeaient dans ce restaurant depuis que mon père l'avait ouvert, entraient, regardaient la carte, et faisaient immédiatement demi-tour. Le chiffre d'affaires avait chuté de 31% en 3 semaines, et l'inspection de l'hygiène était prévue dans 45 jours. Laissez-moi vous expliquer une chose sur les inspections sanitaires à laquelle la plupart des gens ne pensent pas à moins d'avoir déjà dirigé un restaurant. Une inspection de l'hygiène, ce n'est pas juste un inspecteur qui entre avec un bloc-notes pour vérifier si le sol est propre. C'est une évaluation complète de vos systèmes de sécurité alimentaire, de vos protocoles de stockage, de vos relevés de température, de vos calendriers de désinfection, de vos rapports de lutte contre les nuisibles, de vos registres de formation à l'hygiène du personnel, HACCP, et d'une quarantaine d'autres détails qui doivent être tenus rigoureusement à jour chaque jour, 365 jours par an. Devinez qui s'occupait de tout cela à la table des Carlier ces 6 dernières années? Si vous avez répondu Nicolas, félicitations, vous avez bien suivi. J'avais mis en place un système de conformité sanitaire presque obsessionnel. Des relevés de température numériques mis à jour toutes les 4 heures. Des listes de nettoyage approfondies hebdomadaires signées par les chefs d'équipe. Des rapports trimestriels de dératisation archivés. Les certifications d'hygiène des employés suivies dans un tableau de bord avec des rappels de renouvellement automatique. Les 3 dernières inspections de l'hygiène sous ma direction avaient obtenu des notes de 97, 98 et 99 sur 101. Le seul point que nous avions perdu sur le 97 était dû à la pile d'un thermomètre qui avait lâché pendant l'inspection, m'empêchant d'obtenir une lecture instantanée de la chambre froide. J'avais remplacé tous les thermomètres de l'établissement dès le lendemain par des modèles équipés de piles de secours. Voilà qui je suis.
Tous ces systèmes étaient enregistrés sur l'ordinateur du restaurant, que Corentin contrôlait désormais. Mais ces processus nécessitaient une attention humaine quotidienne. Quelqu'un devait réellement remplir les registres, calibrer les thermomètres, faire la rotation des stocks, vérifier le bac à graisse, valider les concentrations de désinfectants. Ce n'était pas un travail prestigieux. C'était l'infrastructure invisible qui maintenait tout l'édifice debout. Je savais avec une certitude absolue que Corentin ne faisait rien de tout cela. Émilien me l'a confirmé par bribes au cours des semaines suivantes. Les relevés de température n'avaient pas été mis à jour depuis mon dernier jour. La chambre froide avait un problème de compresseur pour lequel Corentin n'avait pas appelé de réparateur parce qu'il ignorait que nous avions un contrat d'entretien. Le distributeur de désinfectant de la plonge était vide et personne n'avait recommandé de produit. Le bac à graisse, pour lequel j'avais un contrat de nettoyage mensuel avec une entreprise locale, avait été complètement oublié. Je n'ai pas dit à Émilien de signaler tout cela. Je ne lui ai pas demandé de saboter quoi que ce soit. Je n'en avais pas besoin. Le restaurant se décomposait de lui-même parce que la personne qui le maintenait en vie avait été retirée de l'équation par des gens qui n'avaient aucune idée de ce que cela exigeait réellement. Pendant que le restaurant s'effondrait lentement, je construisais mon dossier. J'ai engagé un avocat nommé Damien Mercier. Damien était un ancien procureur qui s'était reconverti dans le contentieux civil, en particulier les affaires de fraude commerciale et d'usurpation d'identité. Il avait une présence dans les tribunaux qui faisait soudainement se souvenir aux avocats adverses qu'ils avaient un rendez-vous urgent ailleurs. J'ai trouvé Damien grâce à Gérald, mon ami juriste, qui me l'avait décrit comme « le gars que vous appelez quand vous voulez que la partie adverse en perde le sommeil ». Je me suis assis dans le bureau de Damien un mercredi matin avec un carton d'archives rempli de documents, le rapport d'audit de Sandrine, mes relevés de situation de crédit montrant la ligne de crédit non autorisée. Les copies des documents de constitution de la SARL portant ma signature visiblement contrefaite, les relevés bancaires montrant les 190 000 € de transferts irréguliers, et mes propres relevés financiers prouvant que je n'avais aucune connaissance ni participation à tout cela. Damien a examiné le tout méthodiquement, posant des questions, prenant des notes, laissant parfois échapper un sifflement discret que j'ai pris pour un indicateur professionnel de la gravité de la situation. « Voici votre situation », a-t-il dit lorsqu'il a eu terminé. Votre père et votre frère ont utilisé votre identité pour obtenir un crédit et créer des entités morales sans votre connaissance ni votre consentement. C'est un délit grave selon le Code pénal français, qualifié d'usurpation d'identité et d'escroquerie. Les documents de la SARL avec votre signature contrefaite ajoutent le faux et l'usage de faux à la liste. Et selon la façon dont le fisc perçoit l'argent qui a transité par Carlier Entreprises, il pourrait y avoir des implications pour fraude fiscale. Quelles sont mes options, ai-je demandé. Vous avez deux voies. La première, déposer une plainte officielle à la gendarmerie, engager des poursuites pénales et laisser le procureur de la République gérer l'affaire. La seconde, envoyer une mise en demeure officielle par mon intermédiaire, exposer tout ce que vous savez et leur donner un délai pour solder les comptes frauduleux, rembourser le crédit utilisé et retirer officiellement votre nom de chaque document qu'ils ont falsifié. La deuxième option leur donne une chance de régler cela discrètement. La première leur met des menottes. Est-ce que je peux faire les deux, ai-je demandé. Damien a souri. Vous pouvez commencer par la deuxième et passer à la première s'ils ne coopèrent pas. C'est d'ailleurs ce que je vous recommande. Cela prouve votre bonne foi pour résoudre l'affaire à l'amiable, ce qui est excellent si cela finit devant un juge. Nous avons rédigé la mise en demeure l'après-midi même. Elle faisait 12 pages et se lisait comme un thriller juridique. Chaque transaction frauduleuse y était détaillée, chaque document falsifié répertorié, chaque infraction citée avec l'article correspondant du Code de commerce et du Code pénal. La lettre donnait à mon père et à Corentin 30 jours pour répondre et préciser les actions requises, le remboursement intégral des 41 000 € prélevés sur la ligne de crédit, la dissolution de la SARL Carlier Entreprises et le retrait officiel de mon nom. De mon numéro de sécurité sociale et de mes informations personnelles de tous les documents commerciaux que je n'avais pas explicitement autorisés. Damien l'a envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, et l'a également fait remettre en main propre par un huissier de justice, parce que Damien est minutieux. Pendant que le compte à rebours des 30 jours tournait, je me suis concentré sur mon propre avenir. J'avais discuté avec un agent immobilier commercial nommé Henri Blanc pour trouver des locaux disponibles à Annecy. Henri m'avait déniché 3 emplacements prometteurs, et j'avais jeté mon dévolu sur un magnifique local d'angle dans le quartier des Arts, avec des murs en pierre apparente.
Une belle hauteur sous plafond et un four à pizza au feu de bois intégré que le précédent locataire n'avait pas pu emporter avec lui. Le loyer était de 4 200 € par mois, ce qui était élevé, mais l'emplacement était prêt à l'emploi et le passage dans ce quartier avait triplé au cours des 2 dernières années. Je ne me contentais pas de planifier mon prochain coup, je l'exécutais déjà. Pendant ce temps, à la table des Carlier, la situation était devenue alarmante. Émilien m'a appris que 3 autres serveurs avaient démissionné, dont Delphine, qui travaillait là depuis avant mon arrivée. L'expérience du cabillaud rôti avait été discrètement abandonnée après que Corentin eut réalisé que personne dans une ville de montagne ne voulait payer 28 € pour un plat de poisson prétentieux alors qu'il voulait de la cuisine de terroir. Il a tenté de réintroduire certains des anciens plats, mais impossible de reproduire les recettes car, et cette partie m'a fait rire aux larmes, il ne savait pas où se trouvait le classeur de recettes. Il était pourtant dans le tiroir du bas du bureau de la direction, le bureau même où il s'asseyait chaque jour. La cuisine tournait désormais avec une équipe réduite à l'extrême, 2 cuisiniers et un plongeur pour le service du midi. Corentin essayait de travailler lui-même en cuisine et brûlait les plats avec une telle régularité qu'Émilien disait que l'alarme incendie s'était déclenchée si souvent que les pompiers ne se déplaçaient même plus. Il supposait simplement que c'était Corentin. Le chiffre d'affaires avait chuté de 44% depuis mon départ. Les avis sur Internet s'effondraient, la note Google étant passée de 4,7 à 3,2 en moins de 2 mois. Et malgré tout cela, personne dans ma famille ne m'avait contacté. Ni mon père, ni Corentin, ni Josiane. La mise en demeure avait été remise 9 jours plus tôt, et je n'avais reçu aucune réponse jusqu'à ce jeudi soir. Mon téléphone a vibré à 23h15. C'était un SMS de mon père. 3 mots, faut qu'on parle. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Puis j'ai répondu par 2 mots, appelle Damien. Et je suis allé me coucher. Mon père n'a pas appelé Damien, bien sûr. Cela aurait été la réaction d'un adulte rationnel. Et si mon père avait été capable d'un comportement rationnel, nous n'en serions pas là. Au lieu de cela, il s'est présenté chez moi le lendemain matin à 7 heures. Je le sais parce que j'ai une sonnette connectée avec caméra et je l'ai vu attendre sur mon palier pendant 4 bonnes minutes, répétant ce qu'il allait me dire. L'homme articulait en silence et gesticulait de ses mains, se préparant visiblement à un spectacle solo sur la déception paternelle. J'ai ouvert la porte. Il avait l'air plus vieux que dans mes souvenirs, ce qui était étrange car cela ne faisait que 2 mois. Il avait des cernes sous les yeux et sa chemise était froissée d'une manière qui me laissait penser que Josiane ne l'avait pas repassée, ce qui signifiait soit qu'elle était en colère contre lui, soit qu'elle ignorait qu'il était là. « Nicolas » a-t-il dit. « Papa. Est-ce que je peux entrer ?»« Non, mais tu peux dire ce que tu es venu dire. » Il a scié. Je pense qu'il ne s'attendait pas à cela. Il s'attendait à ce que je m'écarte, que je lui propose un café, et que nous nous asseyions l'un en face de l'autre à la table de la cuisine comme un bon fils prêt à entendre que toute cette affaire n'était qu'un malentendu. Ce Nicolas-là avait définitivement posé son tablier. Cette histoire d'avocat, a-t-il commencé. Cette lettre que tu as envoyée, c'est complètement déplacé. Y a-t-il un seul élément inexact dedans, ai-je demandé. Il a marqué un temps d'arrêt. Ce silence m'a donné toutes les réponses nécessaires. C'est compliqué, Nicolas. La ligne de crédit n'était que temporaire. J'allais retirer ton nom dès que le refinancement serait finalisé. Corentin avait besoin de capital pour faire des travaux, et la banque ne voulait pas lui prêter à lui seul. J'ai utilisé ton dossier parce que ton historique était meilleur. Ce n'était pas malveillant. Tu as utilisé mon numéro de sécurité sociale sans que je le sache pour contracter une dette de 75 000 € sur mon dos, ai-je dit. Tu as contrefait ma signature sur des documents d'une SARL dont je n'avais jamais entendu parler, une société créée uniquement pour vider les comptes du restaurant. Et tu as fait tout cela en me disant droit dans les yeux que je ne faisais qu'occuper un siège. On a fait le tour ? Sa mâchoire s'est contractée. Tu exagères la situation. Je la présente exactement telle qu'elle est. Ton avocat a encore 21 jours pour répondre à la mise en demeure. Je lui conseille de le faire. Mon père est resté sur le palier pendant encore 10 secondes. Pour la première fois, j'ai vu passer sur son visage quelque chose qui ressemblait à du regret, ou peut-être à de l'indigestion. Avec François Carlier, il est toujours difficile de faire la différence. Tu vas briser cette famille, a-t-il dit. Non, papa. Tu l'as déjà fait. Je ne fais que remplir les papiers. Il est parti.
J'ai fermé la porte, je me suis assis sur mon canapé et j'ai expiré pour ce qui m'a semblé être la première fois depuis des semaines. Puis j'ai appelé Damien pour lui raconter la visite. La réaction de mon avocat a été typiquement calme, il a admis avoir utilisé vos informations devant votre caméra connectée avec enregistrement audio. Enregistrez bien ces images. Toutes. Au cours des 2 semaines suivantes, je suis passé en mode exécution. Le délai de la mise en demeure approchait, et je n'avais pas l'intention de me laisser surprendre, qu'il réponde ou non. J'ai travaillé avec Sandrine pour finaliser une chronologie complète et détaillée de chaque transaction frauduleuse, de chaque compte non autorisé et de chaque document falsifié. Le rapport faisait 43 pages, pièces jointes comprises. C'était, selon les mots de Sandrine, le genre de document qui donne aux avocats de la défense un intérêt soudain pour les négociations à l'amiable. En parallèle, je construisais le nouveau restaurant. J'ai signé le bail pour le local du quartier des Arts avec l'aide d'Henri. J'ai engagé un entrepreneur nommé Thierry Vasseur, spécialisé dans l'aménagement de restaurants et réputé pour respecter ses budgets et ses délais, ce qui, dans le monde du bâtiment, est à peu près aussi courant qu'une licorne sachant faire votre déclaration d'impôt. Thierry a visité le local avec moi et nous avons dessiné le plan de la cuisine, la disposition de la salle, la configuration du bar et la terrasse extérieure qui donnerait sur le canal du Thiou. Je l'ai baptisé La Braise et le Chêne. Mon restaurant. Mon nom sur le bail, mon argent investi, ma vision depuis les fondations. J'avais aussi discrètement contacté d'anciens employés de la table des Carliers. Patricia, la serveuse qui avait démissionné la première semaine, a été la première à s'engager. Puis Delphine, puis un commis de cuisine nommé Ludovic, qui travaillait avec moi depuis le début et pouvait découper un poulet entier en moins de 90 secondes tout en vous racontant le match de football de sa fille. Un par un, les gens qui avaient fait le succès de la table des Carliers ont commencé à me rejoindre non pas parce que je les avais débauchés, mais parce qu'ils étaient venus vers moi en premier. Émilien a été le dernier domino. Il m'a appelé un dimanche soir, et je pouvais entendre l'épuisement dans sa voix. Je n'en peux plus, Nico. Corentin a viré le plongeur hier parce que le gars a demandé un jour de congé pour l'anniversaire de son fils. On n'est plus que 2 en cuisine, et Corentin passe plus de temps sur son téléphone qu'au fourneau. La chambre froide sent comme si quelque chose y était mort. Et je suis presque sûr que c'est le cas, parce qu'il y a un carton de poulet tout au fond qui traîne là depuis avant ton départ. Comment se passe la mise en place, ai-je demandé. Quelle mise en place? On travaille à l'arrache, au jour le jour. Corentin ne sait même pas ce que signifie une mise en place. Je l'ai littéralement vu chercher la définition sur Google la semaine dernière. Viens travailler avec moi, ai-je dit. J'ouvre dans 6 semaines. J'attendais que tu me le demandes. Maintenant, voici la partie cruciale concernant le timing, car le timing est essentiel dans cette histoire. Le délai de la mise en demeure a expiré un jeudi. Damien n'a reçu aucune réponse officielle de l'avocat de mon père, aucune contre-offre, aucun accusé de réception, rien. Ce qui signifiait que nous étions désormais libres de passer au pénal. Damien a déposé une plainte officielle auprès du procureur de la République d'Annecy cet après-midi-là, accompagné du rapport d'audit de 43 pages de Sandrine, de mes documents de crédit et de la vidéo de ma sonnette connectée où mon père admettait les faits. C'était le jeudi. Le vendredi matin, le service d'hygiène de la préfecture a effectué son inspection de routine à la table des Carliers. Je veux être absolument clair sur un point, je n'ai pas appelé l'inspection de l'hygiène. Je ne les ai pas prévenus. Je n'ai demandé à personne de faire de signalement. Il s'agissait d'une inspection de routine planifiée qui a lieu régulièrement pour tous les établissements de restauration du département. C'était au calendrier. Je le sais parce que c'est moi qui m'en occupais autrefois. L'inspectrice s'appelait Régine. Je ne l'ai jamais rencontrée personnellement, mais j'ai eu le récit complet par Émilien, qui travaillait ce matin-là. Régine est arrivée à 9h45 avec son bloc-notes, son thermomètre, sa lampe torche et probablement une patience d'ange, car ce qu'elle a trouvé dans cette cuisine aurait fait faire demi-tour à n'importe quel inspecteur. Aucun relevé de température, aucune entrée depuis mon départ. La chambre froide tournait à 9 degrés Celsius, soit 5 degrés au-dessus du maximum légal pour la conservation au frais. Le carton de poulet dont m'avait parlé Émilien était toujours là, enfoui derrière une pile de cajots de légumes, et avait pris une couleur et une texture médicalement inquiétantes. Le bac à graisse n'avait pas été nettoyé depuis plus de 2 mois et débordait dans le siphon de sol. Le distributeur de désinfectant de la plonge était vide.
Le lave-main près de la zone de préparation servait à stocker des planches à découper sales. Et le registre de dératisation était totalement vierge parce que Corentin avait apparemment résilié le contrat de lutte contre les nuisibles pour économiser de l'argent, ce qui revient un peu à résilier son assurance auto pour économiser et s'engager dans une course de stock-car. Émilien a raconté que Régine avait passé environ 45 minutes en cuisine à écrire sans s'arrêter, son expression devenant de plus en plus sombre à chaque minute. Puis elle a demandé à parler au responsable. Corentin est sorti de l'arrière-bureau un smoothie à la main. Un smoothie dans une cuisine professionnelle pendant une inspection d'hygiène. On m'a dit que Régine avait regardé le smoothie, puis Corentin, puis à nouveau le smoothie, comme si elle essayait de déterminer lequel des deux avait le moins sa place ici. Émilien m'a envoyé un SMS de 2 mots à 11h32, c'est grave. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin, car à 15h15 ce même après-midi, mon téléphone a sonné. C'était Corentin, pour la première fois en 3 mois. Sa voix tremblait non pas de colère, mais de panique. Nicolas, il faut que tu m'aides. Les services d'hygiène viennent de nous fermer administrativement. J'ai laissé planer le silence pendant quelques secondes. Ils viennent de nous fermer. Pas de me fermer. Pas de fermer le restaurant. De nous fermer. Même en plein naufrage, Corentin essayait encore de me faire partager son échec. Corentin, ai-je dit calmement. Il n'y a pas de nous. Tu as été très clair là-dessus il y a 3 mois. Nicolas, s'il te plaît, c'est sérieux. Ils nous ont mis une fermeture administrative immédiate. On ne peut pas rouvrir avant d'avoir passé une contre-visite, et ils ne peuvent pas revenir avant 3 semaines. 3 semaines sans chiffre d'affaires. Papa est en train de craquer. J'imagine bien. Est-ce que tu peux juste venir jeter un œil à la cuisine? Dis-moi ce qu'il faut corriger. Tu t'y connais mieux que quiconque. J'ai pris une inspiration. Corentin, je vais te dire cela une fois, et je veux que tu l'écoutes vraiment. Je ne suis pas ton filet de sécurité. Je ne suis pas ton consultant. Je ne suis pas le gars qui vient réparer ce que tu as cassé parce que tu n'as pas pris la peine d'apprendre comment ça fonctionnait. Tu voulais le restaurant. Tu l'as eu. Ce à quoi tu fais face en ce moment est la conséquence directe d'avoir repris une affaire que tu n'étais pas qualifié pour diriger, en refusant d'écouter ce qu'il était. Un silence à l'autre bout du fil. Puis, d'une voix basse, je n'ai pas demandé ça, Nicolas. C'est papa qui me l'a proposé. Qu'est-ce que j'étais censé dire? Tu étais censé dire non. Ou au moins, laisse-moi d'abord apprendre avec Nicolas. Mais tu ne l'as pas fait parce que tu pensais ne pas en besoin. Et papa non plus. Nouveau silence. Et pour la lettre, l'affaire juridique? On ne peut pas laisser tomber tout ça? C'est entre ton avocat et le mien. Je te conseille d'en trouver un rapidement. J'ai raccroché, et je n'ai absolument rien ressenti. Pas de satisfaction, pas de culpabilité, pas de colère. Juste de la clarté. Le genre de clarté qu'on obtient lorsqu'on a passé sa vie à se sacrifier pour des gens qui n'ont jamais mesuré ce que cela vous coûtait, et qu'on décide enfin d'arrêter. Les 48 heures suivantes ont été une avalanche de réactions. Mon père a appelé directement le cabinet de Damien et s'est fait répondre poliment mais fermement que toute communication se ferait désormais par l'intermédiaire des avocats. Josiane m'a envoyé un SMS mêlant culpabilisation et menace quelque chose sur le fait que j'étais en train de détruire l'héritage de mon père pour un malentendu, et qu'elle avait toujours su que j'avais un fond rancunier. J'ai fait une capture d'écran pour le dossier. Corentin, à son crédit ou plutôt poussé par le désespoir, a tenté de régler les problèmes d'hygiène lui-même. Émilien m'a dit qu'il avait passé tout un week-end à frotter la cuisine du sol au plafond, à désinfecter les surfaces, à remplacer les joints des portes de la chambre froide et à nettoyer le bac à graisse avec l'enthousiasme d'un homme qui venait tout juste de découvrir ce qu'était un bac à graisse. Il a commandé de nouveaux produits désinfectants. Il a rappelé l'entreprise de dératisation, qu'il a informé qu'il y avait un impayé de 1 800 € correspondant au mois qu'il avait sauté, et qu'il ne reviendrait pas avant que ce solde soit réglé. Mais même la bonne volonté frénétique de Corentin ne pouvait résoudre les problèmes structurels. Le compresseur de la chambre froide nécessitait l'intervention d'un technicien agréé. Plusieurs équipements de cuisson devaient être recalibrés. Tout le système documentaire d'hygiène devait être reconstruit à partir de zéro, car 3 mois d'archives n'existaient tout simplement pas. Et l'inspection de l'hygiène ne note pas sur l'effort, elle note sur la conformité. Pendant que Corentin avait les bras plongés dans le dégraissant,
la situation juridique s'est accélérée d'une manière que personne dans ma famille n'avait prévue. Damien a reçu un appel du procureur de la République. Après avoir examiné le rapport d'audit de Sandrine, mes documents bancaires et la vidéo de ma sonnette connectée, le parquet a décidé d'ouvrir une enquête préliminaire officielle pour usurpation d'identité, faux et usage de faux, et escroquerie. Un enquêteur de la brigade financière a été chargé de l'affaire. Ils ont sollicité un entretien avec moi. J'ai été auditionné un mardi. L'entretien a duré 2 heures. L'enquêteur s'est montré méthodique, pointilleux, et visiblement impressionné par la qualité du dossier que j'avais constitué. Il m'a confié, de manière informelle, que ce genre d'affaires prenait habituellement des mois à instruire parce que les victimes disposaient rarement de preuves aussi solides. J'avais de quoi remplir une armoire entière de dossiers. 2 semaines plus tard, mon père a été officiellement informé qu'il faisait l'objet d'une enquête pénale. Je ne connais pas les détails exacts de la notification, mais Émilien m'a raconté que mon père était venu au restaurant cet après-midi-là, était resté assis dans la cabine du fond pendant 1 heure sans parler à personne, puis était parti. La contre-visite sanitaire a eu lieu la même semaine. La table des Carlier a obtenu l'autorisation de rouvrir de justesse avec une note de 74, l'équivalent d'un petit octobre 2020. Ils ont pu rouvrir, mais le rapport d'inspection était public. Et dans une ville comme Annecy, où les gens sont très attentifs à la qualité et à la provenance de ce qu'ils mangent, une telle note équivaut à un panneau publicitaire disant « Mangez ici si vous aimez la roulette russe intestinale ». L'activité ne s'est jamais redressée. Les habitués qui avaient fui à cause des changements de menu ne sont pas revenus. Les nouveaux clients potentiels qui vérifiaient la réputation en ligne préféraient aller ailleurs. Le chiffre d'affaires a continué de s'effondrer. Corentin travaillait désormais de l'ouverture à la fermeture, 6 jours sur 7, faisant le travail de 3 personnes car il n'avait plus les moyens de remplacer le personnel parti. L'étau financier s'est resserré rapidement. La deuxième hypothèque contractée par mon père représentait une mensualité de 3 400 €. La ligne de crédit frauduleuse, désormais gelée suite à mon signalement, affichait toujours un solde débiteur de 41 000 € qui accumulait les intérêts. La SARL Carlier Entreprise a été signalée par l'administration pour défaut de déclarations annuelles, entraînant une dissolution d'office et une amende de 500 €. Et le fisc? Eh bien, lorsque le rapport d'audit est parvenu entre de bonnes mains, l'administration fiscale s'est empressée de s'intéresser de très près à ces 190 000 € qui avaient circulé sans justificatif. 5 mois après mon départ de la table des Carlier, mon père m'a appelé pour la dernière fois. Il n'a pas crié. Il ne m'a pas accusé. Sa voix était celle d'un homme à bout de ressources, debout au milieu des ruines de ce qu'il avait bâti de ses mains et détruit par ses propres choix. « Je vais devoir vendre le restaurant », a-t-il dit. « Je ne peux plus faire face aux traites. Je ne peux pas réparer ce qui est cassé. » Corentin est complètement dépassé, et il le sait. « Je sais », ai-je répondu. « Est-ce que tu avais prévu tout ça? Quand tu es parti ce soir-là, est-ce que tu savais que ça finirait comme ça? » Non, papa. Je n'ai rien planifié. J'ai juste arrêté d'empêcher que cela arrive. C'est sans doute la chose la plus vraie que j'ai jamais dite. Voici l'épilogue, celui que vous attendez. La table des Carlier a fermé définitivement ses portes 8 semaines plus tard. Mon père a vendu le bâtiment à perte pour couvrir l'hypothèque et les dettes en cours. L'enquête pénale suit son cours, et bien que je ne puisse pas en révéler les détails, Damien se montre prudemment optimiste quant à l'issue de la procédure. La ligne de crédit de 41 000 € est officiellement contestée comme frauduleuse, et ma cote de crédit, qui avait pris un coup dans l'histoire, remonte régulièrement. Corentin s'est installé chez les parents de Blandine. Aux dernières nouvelles, il parle de se lancer dans l'immobilier. Certaines choses ne changent jamais. Josiane ne me parle plus depuis le début de l'enquête. Je considère cela comme l'un des meilleurs aspects de toute cette situation. Et quant à moi, je vous écris ceci depuis le comptoir de la Braise et le Chêne, qui a ouvert il y a 7 semaines avec une file d'attente jusque sur le trottoir et une critique élogieuse dans le Dauphiné Libéré le décrivant comme « la table la plus prometteuse du quartier des Arts ». Nous faisons 600 couverts par semaine. Patricia gère la salle d'une main de maître. Émilien est mon second de cuisine. Ludovic découpe toujours ses poulets à une vitesse surhumaine en parlant de football. Les spécialités de pays sont de retour à la carte, et elles sont meilleures que jamais parce qu'aujourd'hui, elles m'appartiennent. J'ai construit mon premier restaurant pour quelqu'un qui ne l'a jamais apprécié. Je bâtis celui-ci pour moi-même.
Je ne l'ai pas mon père. Je n'en veux même pas à Corentin. Mais j'ai appris sur la loyauté une leçon que j'aurais aimé connaître à 14 ans, lorsque j'ai noué mon tablier pour la première fois et que je suis entré dans une cuisine qui allait devenir tout mon univers. La loyauté n'est pas un chèque en blanc. Ce n'est pas une invitation permanente à laisser les autres s'emparer de ce que vous avez construit pour l'offrir à quelqu'un qui ne l'a pas mérité. La loyauté doit être mutuelle. Et quand elle ne l'est pas, le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire est de plier bagages, de poser vos clés sur le comptoir et de passer la porte.